trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Cette mission qui est collectivement la nôtre, qui est aussi celle de notre génération. Bâtir un nouveau contrat social du XXIe siècle. Vous tirez sur les gens, frère. Vous nous cassez. Paris, c'est une blonde. Et les lacrymos qui nous tombent sur la gueule. On marche. Ils nous tirent des bombes lacrymogènes depuis tout à l'heure. C'est comme une odeur de désordre et de poudre. Ça sent le bordel. Ils pourront être 500 devant nous. Les 500, on va les pousser. Ils pourront être 1000. Les 1000, on va les pousser pareil. Vous êtes le peuple français, vous nous cassez. Ils veulent chauffer les campagnards. J'ai honte de vous. Ce matin, les agriculteurs de Moselle ont utilisé du fumier pour manifester leur colère devant les bâtiments du département. Certains avaient déjà des gilets jaunes. C'est en solidarité pour eux. Le cap, il est bon, nous allons le tenir. C'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Coup de tonnerre à 2 ans de l'élection présidentielle. C'est un séisme politique. C'est un choc politique. C'est un coup de tonnerre. Qui provoque ce séisme politique. C'est un coup de massue. On a à avoir une élection démocratique avec une personne qui représente une grande partie des Français. Autre scénario, monsieur le député, une loi d'amnistie, on annule. L'inéligibilité, je pense que ce n'est pas une bonne loi, puisque que vous le vouliez ou non, c'est enlever la souveraineté du peuple. Si le peuple veut voter pour quelqu'un qui a fait les pires, les pires choses, c'est le peuple qui décide. Le cas de Nicolas Sarkozy ou même de Marine Le Pen. On ne peut pas s'empêcher, vu la gravité des peines qui sont demandées, de se dire qu'il y a quelque chose de disproportionné. Il s'agit d'une négation pure et simple de l'état de droit. Je fais confiance à Nicolas Sarkozy pour apporter les preuves de son innocence. La France est-elle encore une démocratie ? Sarkozy le sait et qu'il a le cuir épais. Je veux lui redire mon soutien personnel. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Jamais dans ma vie, je n'ai supporté et accepté l'injustice. Ce qui se passe aujourd'hui est une injustice profonde. Nous partageons une sainte horreur de l'injustice. Monsieur Nicolas Sarkozy est présumé innocent et il l'est plus que jamais et il démontrera son innocence. Il s'agit là d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien de tout cela. Sarkozy est pleinement innocent des faits qui ont été reprochés. Je suis innocente, monsieur Boulot. Et vous êtes tous innocents. Mais évidemment que nous sommes tous innocents. Le problème avec les juges, c'est qu'il ne reconnaît absolument rien de ce qu'on lui reproche. Chacun soit rassuré, je ne lâcherai rien. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau live de Horizon 21, une émission qui vous est proposée par les 2 médias indépendants en ligne, Orient 21 et Afrique 21, accueillis par nos chers camarades de Haut Poste, qu'on remercie. Cette semaine, enfin ce mois-ci plutôt, puisque c'est un épisode tous les mois avec Orient 21. Où nous allons parler de dissolution. La guerre génocidaire à Gaza ne s'arrête pas. Cette nuit encore, les bombardements se sont poursuivis, notamment dans le nord de la bande de Gaza, en faisant plus de 36 morts au moins. Ça, c'était le bilan dans la nuit. On attend encore le bilan définitif. Rien que pour cette nuit. Les ordres d'évacuation, de déplacement de population continuent aussi. En France, plusieurs villes se sont mobilisées dimanche dernier contre l'islamophobie à la suite de l'assassinat d'Aboubacar Cissé le 25 avril. Islamophobie, c'est un terme, un mot que la droite extrême et les extrêmes droites françaises ont du mal à prononcer ou à reconnaître. Et au milieu de tout ça, on a donc le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui décide de la dissolution de 2 organisations.
Urgence Palestine et la Jeune Garde antifasciste. On signale également, mais on y reviendra plus tard, que le comité contre l'islamophobie en Europe a aussi fait l'objet en fait de perquisitions et d'interpellations, arrestations hier, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc le collectif contre l'État, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Pour en parler, on a deux invités. Alors il y en a un des deux qui n'est pas encore là, donc je commence avec le premier, Raphaël Arnaud, bonjour. Vous êtes député LFI depuis juillet 2024, vous avez été élu en juillet 2024, mais vous êtes aussi membre fondateur de la Jeune Garde antifasciste, qui est un collectif fondé à Lyon en 2018, dont vous avez été le porte-parole. Et donc notre deuxième invité qu'on attend, qui va arriver, j'espère, dans pas trop longtemps, qui... alors oui, on me demande combien de morts. Donc le bilan qu'on a jusqu'à à peu près 3h du matin, c'est 36 morts. Mais en général, voilà, ça, c'est, il faut ensuite attendre le bilan définitif des hôpitaux. Donc notre deuxième invité, ce sera Omar Soumi, qu'on attend, qui est membre fondateur du collectif Urgence Palestine et qui en est aussi le porte-parole. Donc Urgence Palestine, c'est ce collectif qui a été fondé au lendemain du 7 octobre pour mobiliser en solidarité avec la population palestinienne et contre les génocide en cours à Gaza. La première question, qui peut peut-être sembler un peu, comment dire, superficielle, mais je pense que c'est important. Comment allez-vous ? Comment vont vos camarades dans ce contexte ? Et où en est, ça c'est peut-être plus essentiel pour rentrer dans le vif du sujet, où en est aujourd'hui la procédure de dissolution qui a été lancée contre la Jeune Garde antifasciste ? Ben, écoutez, ça va. Faut rester lucide dans ces cas-là. Faut prendre un peu de hauteur sur la situation. On a toujours considéré la Jeune Garde comme étant un outil pour lutter contre l'extrême droite. C'est pas une fin en soi, comme toute organisation politique. Après, évidemment, ça dénote de quelque chose quand même politiquement. Et pas rappeler le contexte, hein, dans un contexte islamophobe qui pète les scores. On n'a jamais atteint un tel niveau, encore une fois, de racisme depuis, je pense, l'après-guerre mondiale. On a effectivement ce génocide à Gaza qui vient de toute façon faire miroir avec l'islamophobie qui est actuellement relayée à tous les étages dans notre pays. Et c'est à ce moment-là précis, c'est dans ce moment précis que le gouvernement décide donc de s'en prendre à nos deux organisations, à la fois la Jeune Garde, organisation antifasciste, qui aussi, de fait, lutte sur la question du racisme, même si notre combat principal, c'est de lutter contre l'extrême droite sous toutes ses formes. Évidemment que la question du racisme aussi est centrale, et aussi d'Urgence Palestine. Mais qui est là, qui arrive? Urgence Palestine est là. Bonjour Omar Soumi. On est là finalement. Bonjour. C'est désolé pour le retard. Pas de souci. Je tends le micro, et ça c'est pour la flotte, et là vous êtes tous les trois. Et merci David. Donc, et merci au poste de nous accueillir. Moi, Sarah, elle a un café. Tu veux un café? Je suis archi preneur, je te remercie. Excuse-moi. Bon, c'est bien comme ça. Le live est spontané. On est comme à la maison. Là, il y a le café, il y a le verre d'eau, on discute. Un petit peu plus et après ça ira. On fait franchement Jeune Garde d'Urgence Palestine. Bonjour. Bonjour encore une fois. Bonjour Omar. Donc je disais, j'avais fait la présentation et donc je t'avais présenté comme porte-parole d'Urgence Palestine et membre fondateur. Je laisse Raphaël finir de répondre à la première question que je te reposerai ensuite. Oui, pardon. Du coup, effectivement, sur la situation de façon générale, c'est très inquiétant. Et à la fois, on est serein dans notre capacité à poursuivre le combat. D'une part, on va se battre pour protéger ces organisations, encore une fois, pas parce que c'est une fin en soi, mais parce que c'est un outil formidable et on l'a vu depuis des années. Nous, on a un certain bilan, d'ailleurs, c'est ce pourquoi on a attaqué. On a réussi à faire fermer près d'une dizaine de locaux d'extrême droite. On a réussi à détruire des organisations. On reviendra plus tard, vraiment les actions, que ce soit de la Jeune Garde antifasciste ou les actions d'Urgence Palestine aussi, parce que c'est important de rappeler que c'est pas juste appelé à des manifestations. Oui. Mais du coup, pour revenir, où en est aujourd'hui la procédure de dissolution? Urgence Palestine comme nous, je pense que ça a été la même chose, c'est-à-dire qu'on a reçu une lettre de grief indiquant les motifs de procédure de dissolution
Et a priori, ce serait donc ce matin, en Conseil des ministres, probablement en fin de matinée, qu'on aurait une annonce de... Là, on est en live. On est en Il live. n'y a pas de Conseil des ministres aujourd'hui. Ah oui, c'est repoussé. Et donc, c'est repoussé à demain. Et Ouais. donc, il y a un sursis. Ouais. Voilà, on en parlera plus tard, mais... Oui, on a gagné encore 24 une heures journée, au moins. c'est vrai. D'accord. Et vous, du point de vue de la procédure judiciaire, c'est-à-dire de votre défense, j'imagine que vous préparez aussi votre défense avec vos avocats, etc. Où est-ce que ça en est? C'est bien, on entend même le bruit de la machine à café, donc on est vraiment comme à la maison. Ouais, je sais pas ce que disent les gens sur le live là, mais c'est-à-dire qu'on est même en train de moudre du grain pour l'invité retardataire. Vraiment, mes excuses. Il n'y a pas de souci. Du coup, donc, la procédure judiciaire. Nous, il y a quelques heures de décalage. Je crois que vous avez reçu la notification le 28, c'est annoncé en grande pompe. Et voilà, on a le souvenir de ministre de l'Intérieur qui, sur un tweet, en fait, annonce à des organisations militantes qu'elles vont être dissoutes. Moi, ce qui s'est passé, lundi soir, j'étais à un événement ici à Paris. On était à la table de Gaza. C'était un événement pour l'accueil des rescapés du génocide. Et j'étais voilà, avec ces personnes qui sont arrivées récemment de Gaza, toute une série d'invités, des artistes, et je reçois un appel de mon épouse à 22h qui me dit que les policiers viennent de repartir de la maison. Les enfants étaient paniqués, en pleurs. Ils sont rentrés voilà, dans notre intimité, en fait, à 10, lampes torches, certains en civil, certains en tenue. Enfin, ils ont cru, en fait, à une agression, parce que nos domiciles, il faut le dire aussi, nos visages, nos familles, nos lieux de travail, sont ciblés régulièrement, non seulement fichés par le gouvernement français, mais en réalité, nous, on a déjà vu des hordes de militants pro-israéliens qui nous menacent de mort. J'ai reçu des appels de Tel Aviv ou de Netanya, de gens qui... Donc, mon épouse, elle avait déjà en tête que voilà, notre domicile n'était pas à l'abri d'une agression. Et donc, en réalité, quand elle voit des lampes torches et des gens inconnus la nuit, à l'heure où on couche les enfants, débarquer, elle croit honnêtement à une agression des milices de l'extrême droite sioniste. Et bon, c'est pas ça, c'est la police. Ils parlent d'un document qu'ils doivent absolument me remettre. Je vais vous passer les détails, mais en fait, il y a un acharnement qu'on comprendra peut-être plus tard à nous remettre la notification dans des délais donnés. Je pense que c'était lié au besoin du ministre de l'Intérieur d'annoncer avec force et virulence que c'est quelqu'un qui est costaud dans son rôle régalien. On sait qu'on a affaire aussi à un candidat potentiel du camp d'une droite extrême et d'une extrême droite qui, après l'inéligibilité de Marine Le Pen, mais surtout là, après le meurtre terrible d'Aboubacar Cissé, cet attentat islamophobe où il se retrouve pris à défaut, en fait. Sa réaction, ou plutôt son absence de réaction, elle est critiquée par les médias, mais même dans son gouvernement. Et puis, il faut rappeler, ce week-end, il y a le congrès des Républicains. Donc, il faut peut-être aussi mettre ça dans le contexte, justement, de l'élection interne et de qui va prendre la présidence aussi du parti. Donc, peut-être aussi que c'est purement de la politique interne, en fait. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on parle déjà, on parle d'un attentat islamophobe. 57 coups de couteau dans une mosquée. Aboubacar Cissé, le 25 avril. Internationale où nous, on reçoit cette notification le jour où le Programme alimentaire mondial annonce qu'il n'y a plus un sac de farine dans la bande de Gaza. Ça fait plus de 2 mois que, donc on le rappelle, oui, ça fait plus de 2 mois que l'aide humanitaire ne rentre plus à Gaza. Ils n'ont plus rien, absolument plus rien. Il y a la famine déjà dans le Gaza. jour où Netanyahou annonce qu'il embrigade des dizaines de milliers de réservistes supplémentaires pour lancer un assaut final, c'est-à-dire en gros pour finir sa campagne génocidaire et son nettoyage ethnique. Donc on ne s'attendait pas honnêtement à recevoir une notification de dissolution d'une organisation antifasciste comme la Jeune Garde et d'un mouvement palestinien comme Urgence Palestine. Donc voilà, on est pris un peu de court, mais en fait, c'est le genre de claque qui réveille le dragon de la solidarité, qui réveille l'envie de se battre contre l'injustice et l'arbitraire. Et de toute évidence, pour nous, il est clair qu'ils utilisent des armes policières et administratives, mais le droit, en réalité, la justice, elle est de notre côté. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a eu vraiment cet élan extraordinaire de solidarité et de soutien.
Alors, il y a justement quelqu'un sur le chat qui demande, donc c'est DNZRTH, qui demande si vous êtes confiant et inspiré après la tentative de dissolution ratée de la défense collective à Rennes. J'aimerais juste, inscrire ça quand même dans le contexte actuel. Je le rappelais brièvement au début. Hier, pour ceux qui ne le savent pas, le CCIE, donc le collectif contre l'islamophobie en Europe, a vu ses salariés en France. Donc, il y a eu des perquisitions dans les domiciles de ces salariés en France. Ils ont été placés en garde à vue, libérés en fin de journée. Certains d'entre eux n'ont toujours pas récupéré leur téléphone et leurs ordinateurs. Et je rappelle le CCIE, donc on parle de l'héritier du CCIF qui a été dissous sur ordre de Gérald Darmanin à l'époque en 2020. Il y a aussi, voilà, donc là on parle de défense collective à Rennes. Est-ce que vous êtes confiant? Omar, tu dis que la justice est de votre côté. Est-ce que légalement vous pensez que vous avez toutes vos chances? Et puis peut-être inscrire aussi les procédures par lesquelles vous êtes visé dans un contexte ce contexte plus large aussi. Ouais, en vrai, je pense qu'on est confiant parce que à la fois Urgence Palestine, à la fois la Jeune Garde, on est sérieux dans ce qu'on fait. Manque de peau, ils se sont aussi attaqués à des organisations qui, depuis nous, un peu plus longtemps, mais Urgence Palestine s'est inscrit là-dedans, ont réussi à faire du lien autour d'eux, avec aussi tout un tas d'organisations avec lesquelles, des fois, on n'est pas tout à fait d'accord sur toute la ligne. Et pour autant, on a réussi à créer, on parle souvent d'unitaire, etc., mais à créer en tout cas une dynamique collective autour de nous. Et en s'attaquant à Urgence Palestine, à la Jeune Garde, on n'est pas seul, quoi. Nous réduire à un état groupusculaire, je pense que c'est la plus grosse erreur de Bruno Retailleau à ce moment-là. On n'est pas un état groupusculaire. Preuve en est avec Urgence Palestine, qui peut-être chaque semaine a réussi à produire des événements immenses avec des milliers et des milliers de personnes qui se sont rassemblées, évidemment au vu de l'urgence en Palestine, d'où le nom d'ailleurs. Mais voilà, donc on n'est pas du tout dans cette situation, on est isolé politiquement. Et d'ailleurs, tu l'as rappelé, le nombre de soutiens qu'on a reçus est juste phénoménal. Et derrière, pour cette bataille juridique, effectivement, il y a 2 organisations qui nous ont prouvé qu'il était possible de faire reculer le gouvernement dans sa dérive autoritaire. C'est les Soulèvements de la Terre, la Défense collective qui était une plus petite organisation, mais les Soulèvements de la Terre, je crois que c'est celle qui a fait le plus de bruit. Et bien évidemment qu'on va s'en inspirer. On est en contact aussi avec les Soulèvements de la Terre. D'ailleurs, au meeting, ils avaient été invités, ils avaient pris la parole. On souhaite s'inscrire dans tout ça. Et devant le Conseil d'État, je pense que quand même, ça va être difficile pour le gouvernement et ses services de renseignement de nous dissoudre. Voilà. Ouais, moi, je pense à 2 éléments en complément. Alors, on nous dit les micros plus près de la bouche, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. 2 éléments supplémentaires, c'est effectivement déjà que les dossiers sont vides. Enfin, alors, je dis les dossiers, je peux parler de celui d'Urgence Palestine. La notification qu'on reçoit, c'est une mise bout à bout de clichés sur finalement l'ensemble du mouvement de soutien aux Palestiniens. En gros, on est accusé d'être violent, antisémite et terroriste. C'est finalement ce dont sont affabulés les étudiants et étudiantes qui se mobilisent sur leur campus, les syndicalistes qui osent dire le mot de droit international face à l'arbitraire israélien. Donc, fondamentalement, dans cette procédure, nous, on est aussi extrêmement confiants et tranquilles sur le fait qu'il n'y a rien. En même temps, du coup, ça révèle le fait que, fondamentalement, la seule chose qui nous est reprochée, c'est d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire d'être des Palestiniens, Palestiniennes, avec les alliés de la lutte anticoloniale qui sont rassemblés autour de nous, dans une posture politique qui est exigeante et qui est effectivement sur une ligne qui est différente et distincte de celle de la plupart de la gauche traditionnelle en France. On est des Palestiniens, Palestiniennes, et effectivement, on porte donc une voix singulière dans cet espace. Ça, c'est pour ce qu'il y a dans le dossier. Pour ce qui est de la procédure et des précédents qui nous inspirent, c'est vrai que les Soulèvements de la Terre, c'est effectivement un exemple de mobilisation très large, très forte, qui permet de mettre en échec le ministère de l'Intérieur. Il y en a une dans le cas de la Palestine qui est importante aussi à nommer, c'est le Comité Action Palestine de Bordeaux. Dans l'histoire des mouvements de l'immigration postcoloniale, et on a parlé du CCIF, il y a beaucoup d'organisations musulmanes notamment qui n'ont pas su ou pas pu échapper à la dissolution, souvent parce que quand on dit que des musulmans sont des terroristes, beaucoup de gens croient en fait le gouvernement, c'est-à-dire que cette islamophobie dont on parle, c'est pas que les génocidaires à Gaza ou le méchant Retailleau. Il y a des choses qui, hélas, traversent le champ politique français, y compris dans une certaine gauche. Donc je le dis en passant, on a à décoloniser nos imaginaires
à l'endroit de ce que sont les Arabes, les musulmans et plus généralement les militants des luttes sociales et antiracistes. Cela étant dit, Comité Action Palestine de Bordeaux, ils obtiennent, après un référé liberté, la suspension du décret de dissolution. Et aujourd'hui, longue vie à eux, à elles, ils continuent d'agir malgré la volonté du ministère de les dissoudre il y a 2 ans. Je crois que c'était au même moment que le comité Palestine vaincra de Toulouse, qui lui n'a pas eu la même chance, j'allais dire, ou en tout cas qui n'a pas eu le même destin. Mais c'est aussi parce que nous, on a fait le choix de travailler avec des avocates qui sont porteurs un petit peu de toutes ces expériences, celle des soulèvements, celle du comité Palestine vaincra et d'Action Palestine à Bordeaux. Voilà, on espère avec cette composition, en plus du rapport de force politique, avoir justice. Et ça, je le dis vraiment, c'est parce que c'est important. Souvent, on nous dit, est-ce que vous avez des bons avocats? C'est indispensable d'avoir des bons avocats, bien sûr. Mais fondamentalement, c'est le rapport de force politique, c'est la mobilisation de l'opinion des citoyens, des citoyennes et des organisations petites et grandes qui va faire la différence. Et c'est pour ça que la mobilisation, elle doit continuer, elle doit se poursuivre. Il y a des tribunes, il y a des pétitions, il y a des événements de soutien. C'est pas plié d'avance. Et une de nos batailles, je pense, c'est la bataille contre la résignation. Une bataille contre l'idée que ce pouvoir peut tout faire. Et là, c'est le moment de la responsabilité citoyenne. Et je continue à être grave dans cet appel à la responsabilité et à l'action. C'est pas plié d'avance, au contraire. La Palestine nous le montre. Beaucoup de luttes nous l'ont montré à travers l'histoire. C'est quand on résiste et qu'on fait front qu'on gagne. On demande, Optimistique nous demande sur le chat si Omar pourrait développer ce qui fait leur singularité, donc chez Urgence Palestine. Qu'est-ce qui fait la singularité de ce collectif? Ça, c'est un point important. C'est que Urgence Palestine, c'est d'abord une coalition fondée par des Palestiniens et Palestiniennes en exil. Donc nous, Palestiniens, héritiers de la longue histoire de résistance de notre peuple, héritiers de cette lutte de libération, exilés en France avec des parcours très différents. Il y a des personnes qui sont d'anciens prisonniers politiques, des détenus déportés. Je pense bien sûr à Salah Hamouri, à Rami Shaheth, mais aussi des personnes comme moi, nées en France. Alors moi, je suis un Palestinien de Paname, c'est comme ça que je me définis. Je fais les notes de bas de page ici. Donc Salah Hamouri, pour rappeler, avocat franco-palestinien qui a été, qui a passé des années en prison, en détention administrative, c'est-à-dire sans motif, etc., en Israël, et qui a été finalement renvoyé de chez lui. Aujourd'hui, il n'a plus le droit de mettre les pieds à Jérusalem, en Palestine. Et Rami Shaheth, qui est en fait le fondateur de la campagne BDS, boycott des investissements sanctions au Caire, et qui lui a été emprisonné par le régime égyptien d'Abdel Fattah Sisi, et qui a fait exactement la même chose, qui l'a donc renvoyé en France. Donc c'est bien que la seule démocratie au Proche-Orient a finalement les mêmes méthodes que les plus grands régimes dictatoriaux du Proche-Orient aussi. Note de bas de page utile, on veut la surligner. Et donc voilà, des parcours de vie très différents de Palestiniens et Palestiniennes qui, en fait, de Gaza, de Cisjordanie ou d'ailleurs, après le 7 octobre, se sont investis d'une responsabilité historique. Et on pourrait citer Fanon ou d'autres. Mais effectivement, notre mission à chaque moment de notre lutte, à chaque moment de notre vie, c'est de découvrir quelle est notre responsabilité historique. Et de toute évidence, en octobre 2023, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les Palestiniens, dans leur résistance, soient reconnus comme des acteurs légitimes et de plein droit. Non seulement, bien sûr, en Palestine et à Gaza, mais aussi ici en France. Et ça, c'est une réalité qui n'est pas que franco-française. En fait, partout à travers le monde, les diasporas palestiniennes, en réalité, ont pris le lead de la mobilisation. Parce que, de façon organique, en réalité, nous sommes liés à notre peuple. Nos familles sont là-bas, nous connaissons cette histoire, nous en sommes porteurs, nous en sommes les héritiers, nous parlons cette langue qui est la langue de la résistance à l'impérialisme dans cette région qui est la nôtre, et par conséquent, on peut échapper à la propagande médiatique, on peut avoir d'autres regards que ceux qui sont proposés dans les médias dominants et dans l'espace occidental, et donc on a ce rôle de courroie de transmission d'un souffle de résistance qui vient de Gaza, on a ce rôle en réalité de traducteur de la langue de la résistance et de cette méthode héritée du long bagage des luttes contre le colonialisme. Et là, je ne parle pas seulement de la Palestine, je parle du Vietnam, je parle de l'Algérie, je parle de cet héritage qui est celui des diasporas du Sud global en général. Et donc en France, la singularité d'Urgence Palestine, c'est celle-là, c'est celle d'être un
mouvement qui s'est construit autour des premières concernés en réalité. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Il y a un autre point important aussi concernant l'urgence Palestine, c'est que on parle souvent des manifestations, c'est la partie la plus visible et effectivement c'est la partie à laquelle on a eu accès en fait. La réalité c'est qu'on n'avait rien et du coup on n'avait que la rue. Et même la rue nous a été interdite au début de la mobilisation. Oui, les manifestations n'ont été autorisées qu'à partir de fin novembre en fait. Et donc cette singularité d'urgence palestinienne, elle commence dès le début, c'est-à-dire qu'il y a un discours sans concession, je pense, sur l'exigence d'une lutte ferme contre le colonialisme. Ce n'est pas que la dernière exaction d'un gouvernement qu'on combat, mais c'est un système d'oppression qui est ce colonialisme sioniste que nous combattons en réalité. Deuxièmement, c'est dans l'action, effectivement, vu la responsabilité que nous avons, vu l'immensité du sacrifice de notre peuple, on ne peut pas accepter que les manifestations soient interdites par un gouvernement aussi peu légitime en réalité. Et donc, là où certaines organisations attendaient que ça se tasse, pensaient que en étant gentil en fait avec ce gouvernement, on allait pouvoir peut-être obtenir nos droits, on a dit non, le droit il se conquiert. Le droit, c'est une lutte sociale. C'est pas en étant gentil seulement. Et quand je dis ça, c'est pas qu'on a été méchant, mais c'est juste qu'on a désobéi. Quand ils nous interdisent de manifester à la place du Châtelet ou à la place de la République, en réalité, on a assumé d'y aller quand même. Et c'est comme ça qu'on a cassé le siège qui était imposé à la lutte ici à Paris. Tout en utilisant l'arme du droit, parce que justement, les manifestations de Châtelet aux Républiques, les manifestants étaient là et on attendait en parallèle la décision en fait du Conseil d'État pour voir si en fait il allait avoir autorisation de manifester. Je dis, c'est important d'être clair parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'un Arabe ou un Palestinien dit on s'est battu, les gens ont un imaginaire avec des couteaux. Légalement en fait. Et puis, non, parce qu'on était, enfin là, on se rappelle en fait, les manifestants sont là et ils attendent en fait la décision et là, enfin voilà. Les CRS reculent parce que la manifestation est enfin et je vous le dis juste très rapidement, mais en gros, dans la notification, on nous reproche d'avoir dit par tous les moyens nécessaires. C'est une référence à Malcolm X. Et comme si quand on dit par tous les moyens nécessaires, ça veut dire nécessairement qu'on va utiliser la violence ou la force. On est un mouvement qui est non violent. Ici en France, on a utilisé les moyens pacifiques d'une mobilisation citoyenne. On est un mouvement qui a utilisé les recours juridiques à chaque fois que c'était nécessaire. Je dis comme ça, mais par rapport à certains mouvements sociaux, quand on pense à la longue histoire syndicale, aux luttes des mineurs, aux affrontements qu'il y a pu y avoir entre des paysans et les CRS, la réalité, c'est qu'on est des gentils citoyens qui veulent juste faire entendre une voix de solidarité internationale, une voix d'exigence de justice. Quelques rappels avant de donner la parole à Raphaël. Donc tu parlais de colonialisme. On rappelle effectivement qu'il y a eu aussi, on voit les drapeaux qu'on voit dans les manifestations d'urgence palestinienne. Il y a le drapeau de la Kanaki, il y a le drapeau, vraiment voilà. Donc ça rassemble toutes les causes. Sur la question de la diaspora, on rappelle aussi que les Palestiniens sont les seuls qui gardent en fait, dont le statut de réfugié se transmet de père en fils, pour rappeler justement le droit au retour et pour rappeler l'importance de la diaspora. Tout à l'heure, je disais qu'il était important de rappeler dans quel contexte ces dissolutions se font. Il y a aussi une volonté, là en tout cas ça a été annoncé, la volonté de dissoudre aussi l'Union populaire, qui est une organisation d'extrême droite. C'est dû en même temps. Est-ce que, alors, on imagine que c'est aussi, c'est un écran de fumée et voilà, on pourra commenter ça. Mais est-ce que aussi ça, et là je pose aussi un peu la question aux députés, est-ce que ça ne pose pas question, ça n'interroge pas le procédé de dissolution en soi? C'est qu'à partir du moment où c'est une arme qui peut être utilisée à la fois contre l'extrême droite, mais aussi contre les militants de causes légitimes, est-ce que ça ne pose pas question sur cet outil-là, en fait, comme arme de lutte? Je pense que, en fait, c'est comme tout outil, toute arme, c'est tout dépend par quel biais politique on l'utilise. Évidemment que pour la dissolution d'une organisation néo-fasciste comme l'Union populaire, je m'en fous quoi. On s'en fiche. Par ailleurs, on n'a pas fait campagne pour une dissolution de ce type d'organisation parce qu'en réalité, c'était une organisation qui était en fin de vie. De toute façon, on les avait bien contrés aussi dans la rue. C'est aussi à ça que ça sert les antifascistes. Et donc, de ce point de vue-là, qu'ils soient dissous ou non, ça a peu de répercussions en réalité sur la situation. Ouais, donc c'est pas une organisation importante qui mobilise. Non, c'est pas comme Génération Identitaire par exemple. Voilà, Génération Identitaire, c'était encore une autre sauce. Et par contre,
au moment de Génération Identitaire, nous, on a mené campagne pour la dissolution et je me souviens qu'il y avait ces débats à la gauche qui sont légitimes en disant attention parce que en demandant la dissolution de Génération Identitaire, un jour, ça pourra vous retomber dessus. Mais non, en fait, on n'avait pas cette analyse. On avait l'analyse de toute façon, le tournant autoritaire et raciste est déjà là. Et quoi qu'il arrive, à un moment donné, la question de détruire nos organisations et de porter des dissolutions à l'encontre de nos organisations vont être effectives. C'était, encore une fois, dans la continuité, c'était sûr qu'on allait se faire attaquer là-dessus. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on mène une bataille politique à la fois pour que ces organisations néofascistes ne puissent pas avoir pignon sur rue, ne puissent pas avoir des locaux, ne puissent pas exister politiquement, et je pense notamment à la manifestation de ce samedi. Enfin, je veux dire, ça vient rajouter quand même un truc sur nous. On est dissous quand même pour des trucs complètement dingos. On a accusé les mouvements palestiniens d'antisémitisme dans tous les sens. On parle quand même de gens qui ont des tambours, des jeunesses hitlériennes reproduits à l'identique. Évidemment, de tatouages néo-nazis, etc. Alors, quand on est antifasciste, on a souvent la sensation de malheureusement baigner là-dedans, de à chaque fois faire des révélations sur ce qui se passe, etc. Mais il y a plein de gens qui découvrent ça. On a l'impression chaque nouvelle année. C'est d'autant plus absurde de la part du gouvernement que nous dissoudre dans ce contexte, encore une fois. Et bref, et donc effectivement cette question de la dissolution se pose. Maintenant, moi je pense qu'on doit se battre pour éviter des dissolutions de notre camp social, de solidarité internationale contre le colonialisme, antiracisme, féminisme, peu importe. De toutes ces luttes-là, on doit se battre contre ces dissolutions et à la fois empêcher les organisations néofascistes de se développer dans notre pays avec utilisation ou non de cette question de la dissolution. Ça se pose, je pense, pour chaque organisation. Ça se discute bien. Mais en tout cas, là, on doit se battre un maximum pour éviter de se faire dissoudre. Il y a Citadelle Je te construirai qui dit à juste titre que, enfin, justement sur la volonté de dissoudre, donc à la fois vos collectifs et à la fois donc l'Union populaire, c'est sans doute une manière de renvoyer les extrêmes, on met les guillemets, dos à dos et de continuer à vouloir assimiler l'extrême droite et à l'extrême gauche. Sur justement les motifs de dissolution. Alors il y a les motifs de dissolution, mais aussi c'est une accusation qui revient souvent. Que, enfin nous quand on a annoncé l'émission, on a eu ça aussi donc sur les réseaux sociaux, etc. L'accusation d'antisémitisme, notamment pour Urgence Palestine. Qu'en dites-vous? C'est important, je veux dire, là... c'est triste et drôle à la fois. Mais c'est vraiment important, c'est-à-dire que c'est important de dire voilà, qu'il ne s'agit pas de minimiser l'antisémitisme, que ça existe et que voilà, il ne faut pas minimiser ça, mais aussi c'est important de répondre à cette accusation. Tout à fait. On pourrait faire une réponse très longue en fait, mais je préfère être rapide. Je dis c'est triste et drôle à la fois parce que déjà la réalité de notre mouvement, d'emblée, on est créé sur une charte qui dit contre le colonialisme et toutes les formes de racisme. Et quand on dit toutes les formes de racisme, c'est pas un slogan, c'est pas un paravent qu'on met. La réalité de notre mouvement depuis le début, en fait, c'est qu'il y a parmi nous des personnes qui sont porteuses de différentes identités, confessions, histoires, dont des personnes qui se revendiquent comme juives, souvent qui disent de façon explicite qu'elles sont antisionistes. Et nous, on demande pas aux personnes de montrer patte blanche, on a juste posé cette base commune et construit après une dynamique dans laquelle les gens se découvrent, apprennent à se faire confiance. En fait, on a construit un petit bout de Palestine libre, en fait. Donc notre antisionisme, c'est ça. C'est le refus d'un projet colonial et l'ouverture d'un espace de lutte dans lequel des personnes, quelles que soient leurs identités, leurs histoires, etc., peuvent construire ensemble un combat antiraciste authentique. Et donc oui, il y a des musulmans avec des barbes, avec des hijabs, avec des pratiques religieuses diverses. Il y a des juifs antisionistes. Il y a des personnes qui sont nées en Palestine, qui ont un passeport israélien, mais qui aujourd'hui ont décidé de quitter la colonie. Il y a des personnes chrétiennes, athées, anarchistes, marxistes, trotskistes, écologistes, féministes, etc. Et en fait, fondamentalement, la vraie question, je pense, c'est d'où vient l'accusation ? À partir de quoi, en fait, est-ce qu'on peut dire que Urgence Palestine serait antisémite ? À partir de quoi est-ce qu'on peut dire que Omar Al-Soumi ou Sarah ou Raphaël est antisémite ? La réalité, c'est que c'est de l'ordre de la diffamation. C'est des accusations extrêmement graves, en fait. Moi, concrètement, si on me traite de raciste, je le prends comme une injure. Quand on me dit que je suis antisémite, je le prends comme une injure extrêmement grave. Et donc, j'exige de la personne qui formule cette accusation qu'elle amène des éléments. Et c'est à l'accusateur de porter les éléments de preuve. Donc concrètement, qu'on nous amène des éléments concrets et matériels et on pourra les prendre pièce après pièce et démontrer que, bien sûr,
de toute évidence, nous sommes une organisation qui défend notre peuple contre le colonialisme et qui se bat ici en réalité. Et je pense que c'est de salubrité publique. En réalité, on est un grand mouvement d'éducation populaire. On est un grand mouvement qui permet aujourd'hui, partout dans les quartiers, les usines, les universités, etc., de mettre une différence qui est une exigence absolue entre ce qu'est le sionisme comme projet colonial et raciste, comme prolongement en fait d'une logique d'expansion de l'Europe à travers le monde, et ce qu'est un juif, une synagogue. Ça n'a rien à voir. Et du coup, cette distinction extrêmement claire, c'est nous qui la faisons. La réalité, c'est que le gouvernement israélien et tous les défenseurs du projet génocidaire, aujourd'hui, au contraire, ils sont dans cette logique d'englober et d'embrigader, souvent malgré eux, tous les juifs du monde dans le soutien à l'État colonial, qui se prétend être un État juif, mais qui n'a de juif que le nom. Et les contestations juives à travers le monde, elles sont plus fortes que jamais. Oui. Aujourd'hui, la légitimité d'Israël à incarner et à représenter les Juifs à travers le monde, elle est contestée de New York à Paris, en passant par Jérusalem même. Donc voilà, moi je suis assez serein avec ça, et je le dis vraiment avec gravité. Ceux qui disent ça, qui nous amènent des éléments de preuve, on a des casiers judiciaires vierges, on n'a jamais été condamné, et c'est ça qui est assez fou aussi. Tu reçois une notification de dissolution d'une organisation pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun procès qui aurait tranché qu'on ait ceci ou cela. Donc ils s'affranchissent totalement en fait du droit, et pour moi c'est ce qui se passe en fait en Palestine. C'est la diffusion d'une logique où seule la force prévaut et où on s'affranchit des juridictions internationales, des déclarations internationales, des droits de l'homme, du droit international, etc. On est vraiment dans un moment très grave pour l'humanité entière, où la force prévaut sur le droit. C'est ça la substance de notre bataille. Oui, puis effectivement, on rappelle que l'antisémitisme est puni, enfin comme toutes les formes de racisme, justement, c'est puni par la loi. Donc effectivement, s'il y a des accusations d'antisémitisme, il faut porter plainte dans ce cas. Oui. Ouais, je me permets sur l'antisémitisme parce que évidemment, on n'est pas l'organisation qui a été la plus visée, et que de toute façon, à partir du moment où juste il y a un drapeau palestinien, où là, la question se pose même pas, et c'est tout de suite une avalanche médiatique, etc. Mais on a quand même été aussi mis dans le paquet à partir du moment où, de toute façon, on a soutenu la Palestine, où on a été aussi de concert en soutien aux luttes contre l'islamophobie. Donc, de ce point de vue-là, on allait être visé, mais je rejoins Omar, en vrai, c'est d'une violence, faut pas sous-estimer. Je pense que ça a traversé tout le monde là sur le chat, les gens qui nous regardent, etc. Ça nous a tous traversé, ça nous a tous fait du mal, parce qu'en vrai, il s'attaque à notre colonne vertébrale, qui est l'antiracisme. Et l'antiracisme, on le répète jamais trop, tous les racismes sont liés entre eux, avec leur spécificité à la fois, mais tous les racismes sont liés entre eux dans une même domination raciale, d'explication du monde, etc., etc. Et c'est ça qu'on combat. Et donc il s'attaque à notre colonne vertébrale, c'est aussi le but. Ça permet aussi de relégitimer une extrême droite suprémaciste blanche qui est toujours antisémite, qui a fait toute son histoire dans l'antisémitisme, et qui aujourd'hui tente de se refaire une beauté, et une alliance très particulière, extraordinaire, j'ai envie de dire au mauvais sens du terme, entre les suprémacistes israéliens, les suprémacistes blancs, autour d'un projet justement raciste. Enfin, c'est ça le pire, quoi. C'est qu'on vient de nous accuser d'antisémitisme pour justement mieux élaborer leur projet raciste qui est profondément islamophobe, anti-arabe de façon générale. Et c'est ça qu'on est en train de voir sous nos yeux. C'est ce qui fait qu'Éric Zemmour est accueilli en Israël, Marion Maréchal Le Pen. Zemmour n'a pas été accueilli en Israël, mais justement. Oui, il n'a pas été accueilli en Israël, pardon, mais il y a eu systématiquement des va-et-vient. Précisément. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la question palestinienne et la question de l'extrême droite sont liées, alors qu'on aurait eu tendance jusque-là à penser la question de l'extrême droite vraiment de manière franco-française, nationale. Là, on voit bien à quel point c'est lié avec la question palestinienne. Et justement, donc fin mars dernier, à Jérusalem, donc le gouvernement israélien organise un congrès pour lutter contre l'antisémitisme en invitant toute l'extrême droite européenne. Donc il y a eu Vox, donc l'extrême droite espagnole, il y a eu l'extrême droite hongroise, les démocrates, donc c'est l'extrême droite suédoise. L'AfD n'était pas là parce que eux ils étaient assez réticents à l'idée de vendre des armes à Israël, mais d'autres étaient là, et il y avait Bardella, Jordan Bardella qui était là, qui a fait un long discours avec Arnaud Klarsfeld, avec Meher Habib, et il y avait aussi Marion Maréchal Le Pen, et on avait publié en fait fin mars sur Orient 21 justement un papier sur ce congrès. Donc justement
C'est important, je pense aussi de rappeler que le fait que vous soyez là aujourd'hui tous les deux, ce n'est pas juste on essaye de faire de l'intersectionnalité un peu tirée par les cheveux, c'est que de facto les deux questions sont liées aujourd'hui. Non, c'est très clair. Et sur cette question de l'antisémitisme, je veux dire, on arrive à un stade qui est terrible, justement pour la longue lutte dont on se considère être, je pense, ensemble, les héritiers. Moi, palestinien, je m'inscris aussi dans la longue lutte des peuples du monde arabe, dans la lutte en particulier de ces Algériens, de ces Marocains, qui, pendant que la France collaborait, ont caché des enfants juifs. Ces colonies ont été des espaces d'accueil et de refuge, à l'heure où la Grande-Bretagne et les États-Unis mettaient des quotas sur l'immigration des juifs persécutés par les nazis et leurs collabos. Le Maghreb ouvrait les portes. La mosquée de Paris a caché des enfants juifs. Moi, je me considérais comme l'héritier, en fait, de cette histoire noble, où bien sûr qu'une personne persécutée en raison de sa race réelle ou supposée, de sa religion réelle ou supposée, mais en fait, on lui ouvre les bras, on lui ouvre les portes. C'est ça notre histoire de l'antiracisme. Et c'est ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de travestir d'une façon tellement vulgaire. Et en fait, on voit à ce moment aujourd'hui, Netanyahou et d'autres qui, pour des raisons de carrière politique et pour des projets coloniaux et suprémacistes, sont en train de détruire la substance même des mots, des idées pour lesquelles on s'est battu et pour lesquelles beaucoup ont sacrifié leur vie. Et donc pour moi, ils sont en train de défaire une lutte contre l'antisémitisme, qui est une lutte dans laquelle moi, personnellement, je m'inscris, encore une fois. Et ce que je veux dire, c'est quand même, il faut être vigilant. Je ne veux pas dire Pierre et le loup, mais voilà, moi j'ai des enfants. Donc c'est une histoire qui a quand même un écho et une importance. À force d'utiliser cette accusation d'antisémitisme, à tort et à travers, y compris contre des gens qui luttent contre le racisme. Mais en fait, si on écoute Netanyahou, je suis antisémite, ma mère est antisémite, mon voisin est antisémite, toute la gauche, toutes les organisations de droits humains sont antisémites, l'ONU est antisémite, la Cour pénale internationale est antisémite. Je veux dire, c'est une accusation qui finalement défait toute la substance de cette exigence pourtant très importante de lutter contre le racisme sous toutes ses formes. Et je pense aujourd'hui, il faut le dire, les Palestiniens, les Arabes et les musulmans sont en train de devenir, dans l'imaginaire raciste de l'Europe coloniale, ce qu'ont été les Juifs dans l'entre-deux-guerres et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, c'est parce qu'on connaît cette histoire qu'on est aussi extrêmement vigilant et qu'avec nos camarades juifs ou pas, on se bat aujourd'hui en particulier contre l'islamophobie parce qu'elle tue aujourd'hui dans nos mosquées, dans nos quartiers, et elle tue aujourd'hui à Gaza parce que c'est cette islamophobie aussi qui arme le génocide contre notre peuple. Et je rappelle justement qu'à Jérusalem, le mantra, c'était donc les ennemis aujourd'hui, ou en tout cas les véhiculeurs de l'antisémitisme aujourd'hui, ce sont les musulmans, les antisionistes et les immigrés. Raphaël Arnaud, sur justement l'extrême droite, l'antisémitisme, c'est quand même un tournant très important. On les a vus défiler en novembre 2023 dans la marche pour dénoncer l'antisémitisme. La semaine dernière, le RN a voté pour la loi à l'Assemblée nationale pour la loi sur l'antisémitisme à l'université. Et je pense qu'à partir de la rentrée, on va voir les répercussions catastrophiques. En fait, pas juste en termes de mobilisation étudiante en fait de cette loi. C'est quand même un tournant important. Je peux compléter d'une question pour Raphaël justement là-dessus, parce que j'ai vu que c'est passé, et du coup ça c'est un peu la technique parlementaire, les citoyens, citoyennes qu'on est, même quand on est des militants un peu formés, on comprend pas trop. Moi j'ai vu c'est passé en première lecture, ça va au Sénat. Enfin c'est quoi la suite du parcours de cette loi ? En gros, est-ce que c'est plié et à la rentrée, il y a une nouvelle loi qui... C'est passé au Sénat et maintenant ça passe à... Enfin Ah, voilà, ça a déjà été validé, mais je laisse le député répondre. Il y aura une commission paritaire, c'est-à-dire qu'il y aura une commission entre le Sénat et l'Assemblée nationale parce que ça a été remodifié à l'Assemblée nationale. On a gagné quand même des trucs. On a empêché Caroline Yadan fasse passer les amendements les plus horribles sur cette loi, notamment de redéfinition de l'antisémitisme, pour laisser justement le flou à l'interprétation
de lier cette question à l'antisionisme, etc. Une nouvelle forme d'antisémitisme, bref, on sait bien de quoi ils essayent de retourner. Et donc, ça sera à nouveau rediscuté en CMP, et puis après, ça va revenir à nouveau à l'Assemblée nationale. Donc, on n'en a pas encore fini avec cette loi, mais effectivement, cette loi s'inscrivait un peu là-dedans. Malheureusement, il y en a encore une autre qui arrive, notamment portée par Aurore Berger, qui là directement s'attaque à la question de l'antisionisme. D'autant plus, encore une fois, parce que Aurore Berger, je l'ai appris du coup durant cette loi, c'est David qui a cherché un peu sur David Guiraud sur Internet, qui a trouvé qu'Aurore Berger en fait avait milité à l'UNI. L'UNI, le syndicat d'extrême droite, dont on a révélé il y a à peine quelques semaines, quelques mois, qu'il faisait des jeux de cartes antisémites, qu'il faisait des saluts nazis. Et donc c'est cette ministre-là. Et encore une fois, ça démontre toute l'absurdité de la période. Et oui, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Moi, je pense qu'il y a 3 objectifs concrets pour l'extrême droite à s'inscrire là-dedans. C'est d'une part de faire du mal à notre camp, c'est-à-dire à l'antiracisme de façon générale, à la gauche sociale et politique, qui essaie de structurer la lutte contre les inégalités de façon générale, etc. Il y a cet objectif-là, de nous isoler en tentant de dire regardez, c'est eux les racistes finalement, enfin cette espèce d'aversion des valeurs. Il y a aussi une volonté de leur part de réexister politiquement, parce que quand même, vous êtes islamophobe, en gros, de cette société, on dit ok, allez-y, vous pouvez déballer toute votre haine sur les plateaux télé, même au contraire, on vous tend le micro 2 fois plus, même ça vous fait monter aujourd'hui dans les médias, politiquement, etc. Mais par contre, l'antisémitisme, on sent qu'il y a encore, c'est dû à l'histoire aussi de ce pays, grâce aussi aux luttes antiracistes qui ont permis de dire maintenant, pour exister politiquement, vous ne pouvez plus être antisémite, affiché comme cela en tout cas. Donc ça a été grâce à nos luttes, j'ai envie de dire, notamment à l'après-guerre mondiale, etc., qu'on a pu les coincer. Et donc, c'était la dernière chose, entre guillemets, qui restait pour coincer l'extrême droite, en tout cas sur ce racisme-là, donc ça leur permet de sortir. Et la 3e chose, qui est centrale dans l'extrême droite et dans son existence à travers tout temps et toute histoire, de semer la confusion, de péter tous les repères qui nous consolident. On peut avoir encore une fois des divergences, des fois d'analyse politique, etc., mais on se rattache à des repères. Par exemple, l'idée de dire que la Shoah, évidemment, est un crime ignoble qui a existé, etc. Le fait qu'aujourd'hui, on ait des négationnistes, notamment à l'extrême droite, des Robert Forisson, etc., qui viennent contredire cette histoire, ça pète tous les repères, ça pète tous les canaux. Comme le fait, par exemple, de nier qu'il y a de l'islamophobie aujourd'hui dans notre pays, c'est aussi péter tous les repères. Et lorsqu'on n'a plus de repères, c'est plus difficile de s'accrocher à quelque chose pour combattre justement ces inégalités et ces racismes. Donc voilà, je pense que c'est 3 objectifs de l'extrême droite. Et aujourd'hui, effectivement, il y a cette espèce de renouvellement de l'idée de dire qu'avant, le juif, c'était l'étranger en Occident. C'était ça qui était porté par les extrêmes droites, c'était l'étranger, c'était l'orientalisme, etc., etc. La figure du juif errant c'était oriental. Vraiment l'étranger. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté de la part des suprémacistes blancs de dire non, finalement, vous êtes un peu comme nous, à condition que vous respectez les règles de l'Occident, etc. Il faut oublier qu'Israël, c'est quand même, ça sert aussi à ça. C'est le premier, je sais pas comment dire, moi, le premier mur de l'Occident, on va dire ça comme ça. C'est l'avant-poste voilà, de l'avant-poste de l'Occident l'Occident, au Proche-Orient. Exactement, l'avant-poste de l'Occident. Il y a cette volonté un peu d'intégration, encore une fois, pour répondre, c'est pas parce qu'ils aiment bien, parce que profondément, ils sont toujours antisémites et quand même, c'est un peu compliqué pour eux, cette torsion un peu idéologique, mais c'est pour répondre à l'agenda, encore une fois, islamophobe, raciste. Et ben, ils ont besoin de trouver des nouvelles alliances, de nouveaux concepts de qui sont les bons, qui sont les méchants, j'ai envie de dire. Et il y a cette volonté, dans cet agenda raciste et islamophobe, de faire à nouveau alliance avec des suprémacistes israéliens, en l'occurrence profondément racistes également. Alors, on a plusieurs remarques et questions aussi sur le chat. On a Réalisation qui nous met justement un extrait de la fiche Wikipédia d'Aurore Berger, où il est écrit « Elle milite à Sciences Po Paris dans les rangs de l'Union nationale interuniversitaire », donc l'UNI, un syndicat étudiant classé à droite. C'est pudique, classé à droite, comme formulation. Il y a Philippe qui demande comment contrer au mieux le discours politique et médiatique qui entretient la confusion entre l'antisémitisme et la relativisation de l'ED. Mais je n'ai pas compris ce que c'était l'ED. L'extrême droite. Ah, l'extrême droite, d'accord, ok, pardon. Alors, sur extrême droite et antisémitisme, je pense que franchement, là, on vient d'avoir une très belle démonstration et il y a de quoi faire des petites fiches et il faut diffuser ça. Je ne sais pas si on n'a pas répondu à la question juste après qu'elle soit posée. Ouais. Et je ne suis pas certain qu'il y ait énormément à ajouter. On pourrait dérouler énormément et en fait, il faut quand même renvoyer un certain nombre de références et peut-être ajouter à quelques concepts dans ce qui a été posé. Moi, il y en a un peut-être qu'on doit poser aujourd'hui, et c'est le travail aussi extraordinairement précieux
et je pense que les références, elles doivent être citées. C'est le travail qui est fait par le collectif juif anticolonial et décolonial CEDEC, le travail de longue date fait par l'Union juive française pour la paix, des ouvrages de référence sur les contestations juives du sionisme, qui sont extraordinairement précieux, parce que c'est un travail sur des textes qui sont compilés en français et disponibles, et c'est assez fou, mais du coup ça sort en octobre 2023, et donc c'est devenu, je pense, un document majeur de la conscience politique des personnes qui aujourd'hui militent sur la question palestinienne et contre le racisme. Dans les références importantes, je pense qu'il y a cette question du philosémitisme. Ouais, comment on comprend en fait le philosémitisme, comment est-ce qu'on comprend que l'Europe soit passée d'une forme vraiment dure et terrible et génocidaire d'antisémitisme à ce qui est aujourd'hui un philosémitisme en fait qui annexe les Juifs, parfois de force, à un projet colonial et raciste qui est celui de cette conquête du Proche et du Moyen-Orient, de cette maîtrise et contrôle des ressources en hydrocarbures et des routes stratégiques du commerce mondial. Et sur le philosémitisme, pour moi, il y a une lecture qui a été vraiment importante. Parfois, c'est un peu complexe, mais il y a beaucoup de choses sur l'économie morale de l'Europe, sur la fonction d'Israël, pas seulement en termes géopolitiques, commerciaux, etc., mais aussi justement dans la conscience collective. Et c'est le livre d'Yitzhak Laor, Le nouveau philosémitisme européen, qui est sorti aux éditions La Fabrique il y a quelques années. Ouais. Mais il y a vraiment des pages extraordinairement précieuses. Et peut-être que je dois le dire aussi ici, mais je pense qu'il y a un enjeu très fort aussi pour nous, Palestiniens, Palestiniennes, Arabes, musulmans, et tous, en fait, à faire en sorte qu'on sorte de ce complexe qui voudrait que parler de l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on réserve à nos camarades juifs dans le mouvement. Je pense que c'est l'affaire de toutes et tous. On a à se défaire de ce qui est une construction systémique qui a pollué les représentations et les imaginaires de beaucoup de gens. Nous, on fait un travail, du coup, dans nos quartiers pour défaire aussi les logiques complotistes et les thèses des Soral, etc., qui définissent le sionisme comme étant... C'est important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, un des moyens de lutter contre l'antisémitisme, c'est de ne pas être dans le déni et de ne pas être dans l'angélisme en disant non, ça n'existe pas. C'est ce qui existe, on lutte contre, on essaie de le déconstruire, mais voilà, sans tomber. J'ajouterais en fait effectivement qu'il faut s'outiller, qu'il faut... Je rappelle qu'on avait fait ici au Poste un entretien avec Sophie Bessis autour de son dernier livre sur la civilisation judéo-chrétienne, où justement il est notamment question de la question du philosémitisme, cette manière justement d'annexer en fait le judaïsme pour faire oublier en fait tout ce passé nazi. Raphaël, ouais. Une réaction, et ensuite je reprends avec les questions. C'était juste sur ce que dit Omar, et je le rejoins tout à fait. C'est le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, finalement, on est un peu aux avant-postes de la lutte contre l'antisémitisme. Enfin, vraiment, évidemment que ça fait partie de nos colonnes vertébrales, évidemment, lorsqu'on voit des nazis qui font des trucs ostensiblement antisémites, etc. Mais au quotidien, en fait, on lutte contre cet antisémitisme, on l'a toujours rappelé, l'antisémitisme... il peut exister de partout. Aucune organisation ne peut se dire émancipée totalement de la lutte contre l'antisémitisme, comme de la lutte contre l'islamophobie, on le voit encore plus aujourd'hui, comme du sexisme, comme peu importe, toute forme d'oppression, etc. Et il ne faut pas aussi se leurrer, et ça a été une des fourberies aussi des antisémites, ça a été aussi de se fourvoyer dans la lutte contre le sionisme. Moi, je pense à des dieudonnistes et des soraliens qui se disaient antisionistes pour mieux faire avancer leur agenda raciste, parce que Soral, il n'est pas que antisémite, il est aussi négrophobe, il est aussi islamophobe d'une certaine mesure, etc. Et ça a été aussi une manière d'avancer à travers l'antisionisme. C'est un sacré abuseur et agresseur, sans doute. En tout cas, il y a des éléments convergents là-dessus. Et voilà, ce lien-là, excuse-moi, je me permets, mais du coup, effectivement, l'imaginaire raciste, l'imaginaire du colon, et en fait, cette logique aussi où on prend par la force ce qui n'est pas à nous, où on peut se permettre de violer l'intimité des gens parce qu'on les considère comme inférieurs. Il y a vraiment un truc majeur, je pense, dans l'alliance entre nos luttes anticoloniales, antifascistes et féministes. Et bon, moi, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des luttes palestiniennes et je pense que Omar en saura bien plus. Mais moi, je me souviens quand même, dans les années 2010-2015, c'était un peu plus complexe, justement parce qu'on avait des antisémites qui essayaient de voler cette lutte-là. Et aujourd'hui... Enfin, moi, dans les manifestations, on l'a vécu, on y a participé, etc. Justement, ce qui est très fort, c'est que les anticoloniaux et l'antiracisme a gagné
profondément dans les mouvements palestiniens en France et justement se sont débarrassés de toute cette sphère-là qui essayait justement de voler ces luttes-là au profit, encore une fois, d'un agenda raciste. Donc finalement, les luttes palestiniennes n'ont jamais été aussi saines qu'aujourd'hui pour moi en France que ces 10 dernières années, etc. Donc, on est dans cette situation politique, encore une fois, où moi, avec honneur, on défend Urgence Palestine, qui fait un travail remarquable et qui, dans un sens, peut être aussi à la tête, encore une fois, avec des Tzedek, avec des UJFP, etc., à la tête de la lutte directe contre l'antisémitisme qui peut exister sous toutes ses formes, évidemment. C'est ça, moi je tiens à dire vraiment juste une chose, combien les processus d'engagement militant sont libérateurs et formateurs. Et c'est ça aujourd'hui qu'on essaye d'interdire et de casser dans ces décisions du gouvernement français. Donc ce travail d'éducation populaire, ce travail de conscientisation, aujourd'hui en fait on nous demande de montrer patte blanche 1000 fois avant d'avoir le droit de s'engager comme citoyen. Nous ce qu'on dit c'est que avant de rentrer à l'école, on ne demande pas aux gamins s'ils ont le bac. Donc concrètement, l'engagement tel qu'on le propose, nous, c'est on rentre sur des bases et des valeurs, mais après, on déconstruit souvent aussi des clichés qui peuvent exister. Moi, concrètement, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'islamophobie dans la gauche française. Et du coup, dans les espaces de lutte qui sont les nôtres, en fait, des gens découvrent que oui, une personne qui porte une barbe et qui fait la prière, en fait, du coup, ça peut être un camarade et qu'en fait, on construit ensemble sur un socle de valeurs communes et que nos pensées évoluent, que nos pratiques militantes évoluent. Et c'est tellement beau et fort que je me dis, voilà, c'est dommage de passer trop de temps à se justifier. Le plus important, en fait, plus que de parler, c'est de venir et de s'engager. Et du coup, ces espaces, ils sont encore vivants aujourd'hui. On risque d'en être privé d'une certaine façon. Mais moi, je le dis, la campagne contre la dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde, c'est un espace d'engagement dans lequel cette discussion, en fait, elle passe de la théorie à la pratique. Où des personnes, du coup, dans des quartiers, des universités, avec des héritages de lutte et des niveaux d'engagement très, très différents, ils vont pouvoir ensemble faire signer des pétitions, parler à des gens, discuter politique. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça dans ce pays où les médias aux mains des milliardaires propagent une propagande mensongère, honteuse et délibérément confusante pour les gens. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble entre médias indépendants, comme avec Orient 21, Afrique 21 et Au Poste. Ouais, longue vie et force à tous les médias indépendants, à tous les médias qui se battent justement pour avoir cette autonomie. Et voilà, je crois que j'ai vu passer des trucs où on peut faire des dons, etc. On sait que voilà, on a besoin d'argent pour être indépendant. Et on sait aujourd'hui que, honnêtement, il faut payer ce qui est bon, quoi. Donc boycottons les produits israéliens, boycottons Carrefour, faisons des économies sur des trucs inutiles. Faut pas acheter des Nike Air, jetez vos iPhones ou vendez-les. Et maintenant, donnez de l'argent aux médias indépendants et aux organisations qui luttent. Il y a une question que je ne comprends pas très bien, mais peut-être vous allez m'aider. Mr. Coltrane qui demande que pensent les invités du concept de colonialité dont il est rarement question dans les débats et les discussions. En fait, je vois mal comment il peut y avoir rarement question. Comment il peut être rarement question en fait de colonialité dans les débats et les discussions. Je ne sais pas si vous parlez de colonialité chez vous. C'est un mot un peu d'expert, non ? Les invités, hein, donc. Mais ce qui me permet par contre de justement revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, faire du lien avec d'autres organisations en parlant de l'activité justement, de ce que fait la Jeune Garde antifasciste, c'est quand même un terme important parce que c'est, en tout cas une idée importante parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on pense aux orgas antifascistes, de dire voilà, c'est très, on pense cortège de tête, on pense les antifas, etc. dans les manifs, mais on pense pas des antifascistes qui travaillent avec d'autres organisations dans des thématiques plus globales, qui peuvent venir en aide, qui peuvent travailler ensemble, même si on n'est pas forcément d'accord sur tous les points. Il y a eu, juste pour répondre à cette histoire de colonialité, c'est pas spécialement un terme qu'on utilise au quotidien, mais évidemment c'est la question, t'en as parlé, du rapport colonial qui peut exister aussi en interne, je crois comprendre la question comme ça, mais au sein des milieux militants, des rapports, notamment des organisations historiques de l'extrême gauche française, etc., qui ont eu du mal des fois à prendre en compte la question de l'islamophobie, à accepter le fait qu'un arabe puisse être à la tête aussi d'une organisation, être porte-parole. Bon, bref. Mais ça,
alors peut-être c'est pas dans tous les débats, etc., mais je pense que dans ce débat, ça a été en partie posé, et tant mieux, il faut le poser systématiquement. Et ensuite, sur nous, comment la jeune garde, est-ce qu'on a su exister et se renouveler, je pense que c'est le plus important, parce que en réalité, c'est pas des pratiques antifascistes qu'on a inventées, c'est plutôt des choses qu'on a remis au goût du jour. Et c'était une analyse qu'on a fait au moment où on s'est monté en 2018, de se dire comment ça se fait dans une situation où l'extrême droite pète les scores, notamment dans une ville comme Lyon, qui est ouvertement affichée, etc., que l'antifascisme se retrouve autant isolé et autant mis de côté, autant attaqué. Alors on peut toujours remettre la faute sur les médias, la situation politique, etc., mais à un moment donné, il fallait faire notre propre autocritique. Et je dis pas qu'on a tout, on a répondu à tout, on a certainement dû faire des erreurs aussi en partie là-dessus. Mais dès le départ, on avait cette idée de, on met tout sur la table, et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Typiquement, une des choses pour nous qui n'a pas fonctionné, c'est d'isoler l'antifascisme dans un truc seulement groupusculaire, on va dire ça comme ça, seulement avec une image de violence, avec une surradicalité affichée, etc. Moi, j'ai aucun problème avec la radicalité au bon sens du terme, c'est-à-dire obtenir des résultats, c'est-à-dire obtenir le fait que des locaux fascistes soient fermés, obtenir le fait que des milices d'extrême droite ne puissent plus attaquer comme ils voulaient. C'est radical en soi, mais j'ai aucun problème avec ça. Par contre, c'est comment est-ce qu'on la met en action, cette radicalité au bon sens du terme, cette pratique. Et notamment, une des choses qu'on a constatées, c'est que c'est vrai qu'en manifestation, la pratique de certains antifascistes, parce qu'encore une fois, l'antifascisme, il est large, il est divers, c'est traversé par plein d'organisations. Dans un sens, pour moi, Urgence Palestine, il est aussi antifasciste, forcément. Mais donc voilà, donc l'antifascisme, c'est pas seulement les organisations qui s'autoproclameraient antifascistes, ça c'est très clair pour nous dès le départ. Mais effectivement, on avait cette idée de comment est-ce qu'on a tout questionné, en fait. Comment est-ce qu'on apparaît sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on apparaît en manifestation. Et dès le départ, effectivement, on a décidé en manifestation de plutôt proposer des cortèges festifs, larges. Voilà, on voit, on a les tambours, on fait des clappings. Il y a vraiment cette activité en manifestation. Je ne dis pas que c'est la seule solution. Je ne dis pas qu'il faut absolument faire ça pour sauver l'antifascisme, etc. Mais ça a été quand même un moyen pour nous de réexister politiquement dans une situation à Lyon où on avait des rassemblements antifascistes qui ne dépassaient pas la centaine de personnes, alors qu'on avait des centaines et des centaines de néo-nazis qui se baladaient dans la ville avec des locaux, etc., à des manifestations à 5000 personnes, notamment dans leur quartier, dans le Vieux-Lyon. Ça a été des années de construction, et ça a été aussi des moments de reprise de confiance de la part de certaines organisations, de la part de tout un tas de populations qui s'est reconnue dans nos manifestations. Encore une fois, je ne dis pas qu'on avait la solution exacte, c'est certainement qu'on doit encore s'améliorer, mais il y avait cette idée-là derrière la tête de comment remassifier, entre guillemets, un peu aussi l'antifascisme, tout en ne lâchant pas la partie plus radicale et qu'on a toujours revendiquée, c'est-à-dire de repousser les attaques fascistes, parce qu'au bout d'un moment, on n'avait plus le choix face à cette violence qui nous était imposée. Et on disait, oui, Urgence Palestine et antifascisme, à partir du moment où on lutte notamment contre le gouvernement israélien, où il y a quand même pas mal de fascistes, on est forcément antifasciste. Question, Raphaël peut-il raconter les coulisses de l'Assemblée nationale, comment ça se passe avec le RN et ses collaborateurs? Je vais prendre un truc dans mon sac, excusez-moi. Okay. L'Assemblée nationale. Par ailleurs, je me suis lancé sur Twitch, j'ai vu qu'il y avait une pub là, vous avez balancé le lien Twitch. Donc j'essaie régulièrement de faire un peu des dessous de l'Assemblée nationale. J'invite aussi des députés, mais pas que, à venir parler de ce qui se passe à l'Assemblée. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça sur la chaîne. Écoutez, forcément, on milite pas de la même façon dans l'Assemblée nationale que dans la rue face à des milices néo-nazis armés avec des couteaux, etc. Forcément, c'est pas tout à fait le même contexte. Donc on n'utilise pas les mêmes outils. Par contre, la fermeté reste la même, l'envie de lutter contre ces gens reste la même. Et des fois, j'ai rien besoin de faire. Ils sont juste un peu bizarres avec moi. Enfin, genre, on sent qu'il y en a qui me regardent avec des yeux un peu effrayés, d'autres qui me disent à chaque fois que je parle fichier S. Enfin bon, voilà, donc c'est forcément, j'anime un peu l'extrême droite, mais dans un sens, c'est bon signe, c'est parce qu'on vient les perturber. On a ravi aussi une circonscription RN, une des rares. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'ils ont un peu... dans le Vaucluse. Voilà, dans le Vaucluse, en plus, une terre qu'ils affectionnent pas mal. Autour, de toute façon, c'est tout bleu marine. Hein. On a un petit îlot rouge là au milieu. Donc voilà, donc on lâche rien et on sait pourquoi on est là. De toute façon, on est considéré un peu comme les vilains petits canards à l'Assemblée, aussi parce qu'on vient pas du même monde, c'est une réalité. Enfin, je suis désolé, quand Marine Le Pen, elle est née dans un château. Et c'est pas la seule, évidemment, avec des deux quelque chose, de machin, de trucs de chouette. Il y a aussi ça, il y a aussi un choc de classe, on va pas se mentir. On n'était pas les bienvenus là-dedans. Alors moi, c'est une chose, mais encore plus quand je pense à des Ali, des Sébastien, des Carlos, forcément aussi en tant que non-blanc. Ça vient percuter tout leur imaginaire raciste, etc. D'ailleurs, cette photo-là qu'on avait prise entre les colonnes là, de l'Assemblée nationale, oui, qui avait fait un buzz monumental parce que les racistes avaient pété un boulon et on n'avait rien dit. Hein. Ce que tu disais,
C'était intéressant ce que disait Omar. Je ne sais pas si on peut la balancer sur le chat, cette photo, parce que c'est quand même... Je pense qu'elle a bien tourné, et je pense que tout le monde l'a un peu en tête. Mais ce que disait Omar, c'était très juste, c'était de dire on est attaqué Urgence Palestine, pas seulement pour nos actions, pas seulement parce qu'on se mobilise pour la Palestine, mais parce qu'on est simplement des Palestiniens et des Palestiniennes. Et c'est se refuser le droit d'exister politiquement, c'est une existence sociale d'exister politiquement aussi. Oui, c'est la reconnaissance d'un peuple d'exister politiquement. Et ça, ils ne le veulent pas. Et c'est ce que je dis systématiquement à la gauche qui tremble à chaque polémique, etc. Alors déjà, je lui dis, vous inquiétez pas des polémiques, malheureusement, il va y en avoir 2 fois plus fort au vu de la période. Mais surtout, prendre conscience que même quand on ne parle pas, juste le fait d'exister, je pense à cette photo sur le banc, en l'occurrence, moi j'étais moins visé dans cette affaire, mais quand même, tout ce que ça représentait, et il y a une avalanche raciste qui s'abat. Parce qu'ils ne supportent pas qu'il puisse y avoir des Noirs et des Arabes à l'Assemblée nationale qui pourraient exister politiquement. Rien que cette idée-là, c'est impossible dans leur esprit. Oui, c'est la question vraiment de la visibilité. Et on sait que la montée du racisme a toujours été historiquement liée à la question de la visibilité. Tant qu'on sort des quartiers populaires, tant qu'on commence à atteindre certains postes, etc., ça fait réagir en fait de l'autre côté. Il y a une question, alors il y a Julien sur YouTube qui a demandé, alors c'est une question, peut-être on va le rappeler, mais parce qu'on y a répondu en début d'émission, que reproche exactement Retailleau à Urgence Palestine? On a un peu répondu en fait sur les motifs qui sont quand même assez flous. Donc lui, il a parlé d'islamisme sur BFM TV, mais en gros c'est incitation à la haine, violence, risque de violence sur la voie publique, c'est ça les motifs. Violence, incitation, provocation à la haine et provocation au terrorisme. Et là, on ne parle même pas d'apologie, on parle vraiment du coup de l'idée, donc si on suit la catégorie juridique, qu'en gros, on enverrait des gens combattre dans des organisations terroristes. Ce qui, bien sûr, est totalement fallacieux, qui n'a rien à voir. Et donc, en fait, la seule chose qui nous est reprochée fondamentalement, c'est ce qu'on dit et ce qu'on est. Là-dessus, je renvoie aussi à l'article du Monde, qui a repris de façon assez fine et détaillée les éléments qu'il y avait dans la notification et les arguments juridiques, pour pas trop rentrer dans les détails qui pourraient perdre les personnes qui nous regardent. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qu'il reproche dans la notification, ce qui est reproché dans les notes blanches qu'on découvrira quand on ira en justice, mais il y a ce qui est l'habillage politique. Et donc effectivement, le dossier juridique, c'est une chose, mais comme tu l'as rappelé, lui, il dit c'est un coup contre les islamistes. Donc en fait, on voit là en fait le type d'habillage, ce qui légitime leurs actes juridiques, et c'est là où on voit la déconnexion en fait entre l'agenda politique et la façon dont la justice en réalité est instrumentalisée. Et ça, je pense que, et j'espère en tout cas, que c'est quelque chose qui va un petit peu exciter la conscience professionnelle des juges, que ça va réveiller quelque chose aussi dans un pouvoir judiciaire qui, en principe, en tout cas, est séparé dans une démocratie du pouvoir politique et de l'exécutif. Donc voilà, c'est une réponse comme ça pour pas trop rentrer dans les détails, mais continuer à comprendre les mécaniques et les enjeux qui sont à l'œuvre dans les décisions de ce gouvernement et de ce ministre de l'Intérieur en particulier. Il y a Déméter qui demande concrètement comment ça va se passer si jamais, pour vous, merci David, comment ça va se passer pour vous si jamais il y a dissolution. J'en profite pour rappeler que ce soit pour l'Urgence Palestine ou pour la Jeune Garde antifasciste, légalement vous n'êtes pas des associations, vous êtes des organisations, des collectifs. Est-ce que justement, donc tout en répondant à la question de Déméter, est-ce que ça facilite les choses pour vous, c'est-à-dire en termes de continuer à exister si jamais il n'y a pas de dissolution d'une association avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir en termes de, je sais pas moi, de locaux, de comptes bancaires, etc., etc. Mais concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez être, est-ce que les membres vont être interpellés, interrogés? Comment ça se passe?
Par rapport à ça, en fait, ça revient quasiment au même parce qu'au niveau juridique, on appelle ça association de fait. Lorsqu'on a un collectif et qu'on n'est pas déposé en préfecture, ce qui est notre cas, on est une association de fait parce qu'on est reconnu. C'est un fait pour le coup, on a un groupement, on a des activités, etc., etc. Et si c'est dans tous les cas, ça va être un handicap cette dissolution, comme pour toute organisation, même si on était déposé en préfecture, dans le sens où on n'aurait plus droit d'utiliser nos logos, on n'aurait plus droit aussi de se réunir. Enfin, la dissolution, c'est quand même quelque chose de pas drôle. Hein. On n'aurait plus droit de se réunir. C'est intéressant justement d'expliquer, voilà, qu'est-ce que ça implique une dissolution justement. Ouais, par exemple, imaginons qu'avec Omar, on est dans la même organisation, on est tous les deux les porte-parole d'une même organisation, mais ce serait l'idée que si on remontait une organisation avec Omar, même si c'était sur un autre sujet, a priori, etc., le fait qu'on soit tous les deux dans cette même association et tous les deux porte-parole de cette nouvelle, par exemple, association de fait, eh ben, on pourrait être accusé de reconstitution de Ligue dissoute. Alors encore une fois, ça pourrait être encore une bataille juridique, hein, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est très handicapant, quoi. Et de toute façon, c'est la volonté aussi d'une dissolution, hein, c'est d'handicaper de futures possibilités d'à nouveau agir politiquement. Alors, vous vous doutez bien que peu importe le résultat de ces dissolutions, évidemment, on fera attention à pas tomber sous le coup de reconstitution de Ligue dissoute parce que c'est pas le but. Mais en tout cas, moi, mon engagement antifasciste ne s'arrêtera jamais. J'imagine que ton engagement sur la Palestine et les luttes antiracistes de façon générale ne s'arrêteront jamais. Donc on continuera sous d'autres formes, sous d'autres possibilités. Donc ce gouvernement, de ce point de vue-là, se met un doigt de l'œil si on pense s'il pensait qu'on arrêterait. Ça, c'est le principe et la constante. Et du coup, c'est une projection à long terme. Moi, je le dis aussi dans nos pratiques militantes, on a souvent tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs et à dire qu'est-ce qui va se passer si. Pour l'instant, on n'est pas à ceci-là. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, le gouvernement français n'a même pas signé le décret actant la dissolution. Donc là, on est encore dans un moment dramatique d'urgence où toutes les formes de mobilisation qui vont interpeller ce gouvernement, qui vont travailler aussi sur les dissensions qu'il y a, parce qu'il y a différents agendas. Oui. L'agenda de Retailleau, candidat à la présidentielle, c'est pas le même que Bayrou. Candidat à la présidence de LR, déjà, pour commencer. Pardon. pour la présidentielle, ça, c'est le moyen terme. Ouais, il me semblait qu'il l'avait annoncé de façon assez explicite, mais peut-être que je me trompe, et c'est vrai que la petite tambouille politicienne de la droite ou de l'extrême droite française, c'est vrai que c'est pas les sujets sur lesquels je mets toute mon attention. Donc merci d'avoir préciser ce point. Néanmoins, ils ont des désaccords entre eux très importants. Ils ont des agendas qui sont divergents. On peut faire là aussi un petit peu d'analyse politique pour ce qui est de la seule question palestinienne, mais on a d'un côté Retailleau qui est dans cet agenda politicien, qui veut être le chef d'une droite extrême alliée à l'extrême droite, qui va peut-être aller au combat dans les prochaines élections présidentielles. Et de l'autre côté, on a le président actuel, Macron, qui espère se poser en faiseur de paix, en chef de file d'une Europe qui serait peut-être l'alternative à un axe Netanyahou-Trump, qui se pose en nuance en réalité dans le débat entre forces impérialistes sur la meilleure façon de gérer le Proche-Orient et de préserver les intérêts coloniaux et impérialistes dans la région. Et donc l'agenda de Macron est très différent de celui du ministère de l'Intérieur. Alors, il est évident que Macron aujourd'hui a une légitimité qui est faible et un pouvoir qui est finalement assez limité sur les méandres et la mécanique du gouvernement et des institutions. Néanmoins, on peut espérer jouer sur chacun des petits espaces, chacun des petits interstices qu'il y a, et on est comme l'eau, on va passer partout où il y a des espaces pour faire avancer notre lutte. Et je le dis de façon très tranquille, nous on a dit effectivement, si Urgence Palestine est dissoute, on perd un outil. On perd, à l'heure du génocide, à l'heure d'une mobilisation indispensable, on perd potentiellement une voie et une organisation absolument indispensable. Mais on va tout de suite faire un référé liberté, en tout cas prendre des recours juridiques qui nous permettent très vite de continuer en fait à contester cette décision. Et aujourd'hui, pour nous, c'est clair en fait. On aimerait, avec nos manifestations, avoir un impact direct sur un cessez-le-feu à Gaza et la fin du siège. Mais en réalité, ce qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est de lutter contre la complicité du gouvernement français dans le génocide contre notre peuple. Et cette complicité, elle a deux visages. Le premier, c'est bien sûr l'impunité offerte aux soldats franco-israéliens et à toutes ces officines sionistes qui financent et arment la guerre génocidaire contre notre peuple. Mais le deuxième aspect de cette complicité, c'est la répression qui vise nos mouvements. C'est la répression qui vise à étouffer, étrangler les voix des Palestiniens et Palestiniennes. Donc je pense qu'il est aujourd'hui évident
que notre lutte, en fait, elle doit s'axer sur des victoires concrètes. Éviter qu'on nous prenne de l'espace politique et conquérir au contraire des espaces de souveraineté. Et c'est ça, Urgence Palestine, et c'est ça, la bataille contre la dissolution d'Urgence Palestine. Là, je parle vraiment de cet enjeu spécifique par rapport à la séquence en cours en Palestine et ici. Les gens nous disent il faudrait, on va perdre du temps et de l'énergie à se mobiliser contre la dissolution. Bah, moi, je le dis non, mes camarades, frères et sœurs. En réalité, on n'est pas en train de perdre du temps, on est en train de conquérir de l'espace politique. On est en train de faire en sorte, en tout cas, de défendre un espace politique dont on a besoin. Encore une fois, je le dis, Palestiniens, Palestiniennes, on est la seule organisation autonome aujourd'hui. On a certes des alliances avec beaucoup de force, mais on est une organisation qui, dans l'histoire de l'immigration post-coloniale ici en France, est assez singulière. On s'est construit seul et avec beaucoup de forces alliées et on dépend de personne et on va continuer à développer cette autonomie coûte que coûte. Pour les personnes qui demandent, donc il y a Pétroleuse de Luxe qui demande quelle est la procédure de dissolution et quels sont les recours. On va peut-être pas y revenir, mais on en a pas mal parlé donc en début d'émission. Donc vous pouvez pour la rediff regarder le début d'émission et on en a pas mal parlé, notamment sur les recours juridiques et en fait, la défense juridique qui est en train d'être qui est en cours en fait pour vos deux collectifs. Une question, peut-être on va finir là-dessus. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, c'est revenu un peu sous différentes formes là dans le chat sur que faire aujourd'hui. Que faire aujourd'hui pour peser sur ce qui se passe à Gaza? Alors, je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas juste Gaza, qu'en Cisjordanie aussi, il y a des déplacements, un nettoyage ethnique en cours, qu'il y a des invasions militaires, etc. Donc, c'est important aussi de rappeler ce qui se passe en Cisjordanie, mais que faire aujourd'hui pour peser et je me permets, excuse-moi Sarah, oui. Mais du coup, bien sûr Palestiniens, Palestiniennes, mais aussi Syrie, Liban. Aujourd'hui, c'est une guerre régionale contre l'ensemble des peuples de la région, au Yémen qui résiste malgré donc tout. Le Yémen et la Syrie, effectivement, et le Liban qui sont toujours bombardés en fait par l'armée israélienne et occupés effectivement pour le Liban et la Syrie, physiquement occupés par l'armée israélienne. Donc que faire aujourd'hui? Comment peser? Quels orgas? Quelle mobilisation? Et encore une fois, la question vous concerne tous les deux à partir du moment où, comme on le disait tout à l'heure, les deux questions d'antifascisme et de lutte pour la Palestine sont plus que jamais liées. Non, de toute façon, on y a répondu un peu tout le long, je pense, du live. C'est évidemment de s'engager au mieux possible par tous les moyens nécessaires. Nous aussi, on le dit. Cette phrase de Malcolm X, on l'entend pas par soi-disant violence, etc. C'est l'idée de dire il faut aller partout. On en est la démonstration. On a dit de la rue jusqu'à l'Assemblée nationale. Bon, peut-être c'est un futur projet pour Urgence Palestine. D'abord, on se bat contre la dissolution, je sais pas. Non, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là de dire on utilise tous les outils à notre disposition pour, si possible, faire reculer tout ce qui est en train de se passer, ce même agenda, encore une fois, autoritaire et raciste, qui s'inscrit totalement dans ce qui est en train de se passer en Palestine. On a toujours dit, parce qu'on nous dit, vous ramenez le conflit palestinien en Europe. Non, on ne ramène pas le conflit. Il est là. Il est là, il est partout, il est présent. Et pour l'Occident, encore une fois, et notamment pour notre propre État, il y a un enjeu sur la question israélienne à poursuivre cet agenda, encore une fois, autoritaire et raciste. Donc nous, on a un enjeu à se mobiliser à tous les étages, encore une fois. Nous, on a cette spécificité de lutter contre l'extrême droite organisée, qui est la plus idéologiquement poussée dans justement cet agenda raciste. Mais comme tu l'as dit, cet agenda raciste autoritaire, il déborde seulement des cadres de l'extrême droite. Évidemment, il atteint jusqu'au plus haut sommet de l'État aujourd'hui avec des Bruno Retailleau, mais pas que. Il pollue aussi une partie de la gauche, on peut le dire. On le dit souvent. Et nous, notre travail, ça doit être de taper à tous les étages, avec ces spécificités, nous, de la Jeune Garde, encore une fois, de s'attarder spécifiquement sur les outils organisationnels de l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, si on en est là, on pense que c'est aussi parce que cette extrême droite est montée comme jamais, aussi d'un point de vue politique, organisationnel, etc. Bref, donc à tous les paliers. Et ce qu'on a dit aussi, c'est que on va se battre contre ces dissolutions parce que d'une part, c'est des outils importants et la Jeune Garde et Urgence Palestine, je le pense sincèrement, c'est des outils importants dans la période. Qu'aussi, si jamais on était dissous, ça permettrait de faire jurisprudence
quand même pour les gouvernements qui vont suivre de pouvoir se servir de ces dissolutions, parce que quand même s'attaquer à l'urgence Palestine et à la Jeune Garde, je dis pas que d'autres dissolutions devaient avoir lieu, mais le fait est c'est que c'est quand même des organisations bien structurées au bon sens du terme, qui font du vrai travail solide, etc. Tout comme ces dissolutions s'inscrivent, comment le rappeler, dans une continuité. Je veux dire, depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, on a quand même assisté à énormément de dissolutions de mouvements militants. Donc il ne faut pas leur laisser cette victoire-là aussi, la possibilité de se dire, si on a dissous Urgence Palestine, la Jeune Garde, ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin et tac, 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 et dissoudre possiblement toute organisation qui se revendiquerait un tant soit peu d'égalité, de progressisme et de solidarité internationale. Mais donc on a aussi cette volonté, on l'a dit, on va sauver ces outils-là, on va se battre pour les sauver. Malgré tout, si jamais il devait y avoir des solutions, on va continuer à se battre, tu l'as dit, sous forme de métaphore, on serait comme de l'eau à voilà, s'infiltrer partout pour continuer le combat, et ça sera effectivement le cas. Moi, il y a vraiment des enjeux très concrets sur lesquels j'appelle à la vigilance et à la responsabilité. Le premier, c'est déjà de se libérer de cette offensive, en réalité, terroriste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une visée par ce pouvoir à terroriser, à sidérer notre camp social, notre espace politique, les nôtres. À noyer aussi par la multiplication des actions, des accusations. Mais déjà, avant le concret de la noyade au niveau des tâches, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la tête. Et je vois, moi, du coup, l'état moral de beaucoup de gens qui se disent « mais c'est trop grand, c'est trop énorme, on n'y arrivera pas ». Il y a quelque chose là. Et cette force, on doit la tirer de là où se passe la résistance. À Gaza, au Yémen et ailleurs, malgré le prix terrible, les gens continuent de se battre et d'affronter au péril de leur vie la violence fasciste et génocidaire. Ce qu'on risque, nous, c'est beaucoup moins que les risques pris par ceux qui mettent leur corps entre eux, le fascisme et la protection de la terre et de nos droits. Donc ça, c'est la première chose. Elle est ici, mais c'est un travail important. La deuxième chose, elle est essentielle aussi, ça c'est des toutes petites choses, mais on passe beaucoup de temps sur les écrans, beaucoup de temps seul à absorber du coup toute cette violence, faire collectif, faire front, construire des espaces où on n'est pas seul. C'est absolument indispensable. Et du coup, il y a 2 rendez-vous sur lesquels moi, je souhaite attirer l'attention et inviter à la mobilisation. On va être dans la rue massif et nombreux, samedi 17 mai, partout en France, à Paris en particulier. Pourquoi ? On commémore les 77 ans de la Nakba. La Nakba, c'est cet acte fondateur du régime colonial sioniste, à savoir l'expulsion des Palestiniens, la destruction de leurs villages, le déracinement de leurs terres et les massacres qui ont accompagné l'expansion coloniale sur notre terre. Et donc, il y a l'enjeu de commémorer, mais il y a l'enjeu de comprendre l'actualité. Fondamentalement, à l'heure du génocide, parler de la Nakba, c'est parler d'un processus génocidaire et colonial continu, qui est consubstantiel à ce projet. Depuis le début, les sionistes disent « une terre sans peuple pour un peuple sans terre », c'est-à-dire que nous, on n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà ce fantasme de faire disparaître les Palestiniens, symboliquement, mais aussi physiquement, y compris par le massacre, y compris par l'extermination. Et donc, à l'heure de ce génocide, cette mobilisation, elle est hyper importante. C'est une réponse à un appel mondial. Partout, les Palestiniens et les Palestiniennes, avec leurs alliés, vont être mobilisés. Et de faire que le samedi 17 mai, ce soit un déluge de solidarité, un raz-de-marée humaine qui dit non à ce gouvernement qui interdit l'antifascisme et qui souhaite interdire la solidarité avec la Palestine, le fait qu'on fasse front à ce moment-là, avec les syndicats, avec les organisations politiques, avec les associations de quartier de l'immigration, etc., je pense que c'est absolument indispensable. Pour moi, ça s'inscrit aussi dans la continuité des mobilisations qu'il y a eu contre l'islamophobie. Et on voit du coup avec ces perquisitions qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement d'interdire et de sidérer encore une fois, de faire paniquer notre camp. Et c'est en étant ensemble, et en étant ensemble là où on est chez nous, c'est-à-dire dans la rue, dans nos quartiers, dans nos villes, qu'il y a des éclosions qui se font, un imaginaire qui se libère et des liens qui se tissent. Donc c'est important et urgent. Sur l'étape juste après, pour nous, on est dans une belle coalition qui continue de grandir. Et donc, Urgence Palestine ou pas, la bannière qui est en train de se développer, c'est celle d'un collectif qui s'appelle Guerre à la guerre. Et Guerre à la guerre, Urgence Palestine, on la rejoint parce qu'on est bien sûr très directement concerné par le caractère mortifère, meurtrier de cette industrie de l'armement. La France est un des principaux exportateurs d'armes à travers le monde. Aujourd'hui, on le voit en fait, ils sont en train de casser le service public, ils veulent privatiser les universités et interdire à nos sœurs qui portent le voile d'aller à l'université, mais en même temps, ils prennent des milliards dans nos poches pour armer
l'Europe, pour armer la France, pour financer en fait une industrie de l'armement dont les patrons par ailleurs, souvent milliardaires, possèdent des médias, etc. Donc on voit bien que c'est quelque part une clé de voûte du système actuel. Et ça, Guerre à la guerre, c'est un collectif où il y a des écologistes, des féministes, des camarades sans-papiers, des travailleurs immigrés, des associations de quartier, des associations de différentes immigrations post-coloniales, les Vietnamiens du collectif Vietnam Dioxine, etc. Donc c'est une belle coalition et on a un rendez-vous. Les 20, 21 et 22 juin, le Salon du Bourget, qui est la plus grande foire mondiale de l'armement et de l'aéronautique en particulier. L'endroit où Lockheed Martin, qui fabrique les missiles qui pleuvent sur la tête de nos enfants à Gaza. L'endroit où Dassault et Rafale viennent signer des contrats avec les pires dictatures qui emprisonnent nos peuples. C'est en fait un moment mondial extrêmement important pour cette industrie et c'est un rendez-vous donc pour nos peuples, pour nous, si on veut défaire l'étreinte et l'étau qui nous étouffent. C'est un rendez-vous absolument essentiel. Donc j'invite aussi à suivre Guerre à la guerre sur les réseaux et à se mobiliser, à avoir bien en tête ce rendez-vous. Il va y avoir un grand village alternatif. On doit réinstaurer l'hégémonie en fait de nos slogans pacifistes, anti-impérialistes, contre la guerre qui est faite à nos peuples. La mobilisation, elle est absolument urgente et essentielle. Et Guerre à la guerre sera donc au poste le 24 mai. Il y a Big CV qui, alors je lis le commentaire et peut-être je vais y répondre rapidement. J'ai un peu de mal à suivre le point de vue de l'invité, donc je pense qu'il parle de toi, Omar, quand il parle du conflit entre Israël et le Yémen. Au Yémen, les Houthis ont un drapeau particulièrement hostile. Pourquoi les présenter comme des victimes sans expliquer le conflit dans sa globalité? Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre le conflit interne ou en tout cas régional du Yémen, c'est-à-dire les Houthis, la prise de pouvoir au Yémen, la coalition conduite par l'Arabie Saoudite contre les Houthis, etc., où ça c'est un conflit, effectivement. Là, ce qui se passe, ce dont on parle, donc les Houthis se sont attaqués aux navires qui passaient par la mer Rouge, aux navires israéliens ou qui vont en fait acheminer des marchandises pour Israël, en disant explicitement que c'est leur manière de lutter contre le génocide en cours. On peut dire très cyniquement que c'est une manière de lutter contre le génocide, donc que eux au moins ils se mobilisent. Et ce dont on parle là, quand on les présente comme des victimes, il y a eu des bombardements. En fait, c'est ce dont on parle là. Comme il y a eu des bombardements, comme il y a des bombardements israéliens en Syrie et au Liban, Israël bombarde aussi le Yémen. Et notamment là, les derniers bombardements, c'est à Hodeïda en début de semaine. Donc et c'est les populations civiles, comme partout, qui sont victimes de ces bombardements. Donc c'est important de le rappeler. J'ajouterai peut-être une dernière chose, justement par rapport à... dire une chose sur victimes. Oui. Parce que moi, je ne me bats pas pour qu'on soit reconnus comme des victimes. Nous sommes certes palestiniens et arabes et musulmans et peuples du Sud, globalement, victimes de l'oppression coloniale et de l'impérialisme. Ça, c'est la première des violences, celle qui fait qu'effectivement, on pourrait revendiquer ce statut-là. Mais moi, je revendique d'abord et surtout, effectivement, que nous sommes des peuples résistants et que nous sommes des peuples combattants. Et c'est cette figure de la résistance qui est combattue et que parfois on escamote dans cette compétition à qui est la victime seule et exclusive des violences qui peuvent traverser la région. Donc moi, je le dis de façon très tranquille. Je salue effectivement la résistance des peuples de la région. Nous saluons la résistance du peuple yéménite qui, avec courage et détermination, affronte l'impérialisme américain, affronte le colonialisme sioniste et assiège le siège. Et on ne peut que saluer ça, quels que soient les désaccords ou les différences qu'il peut y avoir avec telle organisation ou avec telle faction. La réalité, nous, c'est qu'on soutient le principe de la résistance, qu'on soutient la réalité de la résistance. On n'est pas dans une logique d'affiliation à telle organisation ou à tel régime. Et on appréciera la référence à Mahmoud Darwish, non, à Siège le siège. Je renvoie aussi pour les personnes qui nous suivent, que ce soit pour la question des Houthis, pour la Nakba, pour toutes ces questions-là, à Orient 21. Vous trouverez plein d'articles en fait sur notre site qui pourront vous expliquer justement que ce soit le conflit, que ce soit pour les Houthis, comment ils sont arrivés au pouvoir, ce qui se passe au Yémen, les bombardements américains, ce qui se passe au Liban, l'occupation de l'armée israélienne à Gaza, en Cisjordanie, le journal de
de bord de Gaza aussi, on le rappelle, de l'ami Abu Jamous, parce qu'on disait tout à l'heure que faire face justement à la guerre génocidaire à Gaza. Un des moyens de se mobiliser, c'est justement aussi de s'informer et de s'outiller, en fait, d'avoir des outils et de s'armer intellectuellement et politiquement pour pouvoir aussi faire face à tout ça. Et les médias indépendants sont là pour ça. Merci à tous les deux. Merci Omar Soumi, merci Raphaël, Arnaud d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci pour votre éclairage. Bon courage à vos deux collectifs. Merci. J'espère que vous aurez gain de cause. Un livre à signaler, Omar ? Ouais, j'ai appris en fait que Fatima Ouassak, elle était déjà hier ici au poste pour le présenter, mais oui. J'ai pas encore eu le temps de voir l'émission. Mais effectivement, je suis un des heureux et fiers contributeurs de cet ouvrage qui s'appelle Terre et Liberté. C'est un manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. Dedans, on pourrait citer tous les auteurs-autrices parce qu'ils sont tous magnifiques, mais je crois qu'on n'a pas le temps de le faire. Je le dis, c'est une modeste contribution peut-être à la question qui était posée sur la colonialité. Souvent, il y a des grands concepts, des mots qui sont un petit peu alambiqués, etc. Moi, je pense qu'on a un enjeu en fait à puiser dans notre expérience de lutte des concepts et des notions qu'on va pouvoir ensuite propager pour faire en sorte que les gens comprennent en fait la profondeur et la substance et la richesse et la nécessité des messages qui viennent de ces peuples colonisés à travers le monde, et en particulier de ce message d'amour et de fraternité, de conscience et de révolution, une révolution décoloniale dont le nom est Palestine. Et c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent, une édition indépendante aussi. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci aux camarades d'Opos et à David de nous accueillir comme tous les mois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis 9h du matin. On rappelle que l'émission, que vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sur Opos et dans quelques jours aussi sur Orient 21. Et rappel important, nous sommes des médias indépendants, nous n'appartenons ni à Bolloré, ni à LVMH, ni à aucun groupe milliardaire. Donc, le seul moyen de continuer à subsister, de continuer à vous informer comme nous le faisons, c'est grâce à vous, c'est grâce aux lecteurs et lectrices. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Merci à tous et bonne journée. Je n'imaginais pas qu'il y aurait 300 ou 400 000 personnes sur les ronds-points avec une veste jaune. Je ne l'ai pas vu venir. On ne sait jamais. Laquelle dégoûte est la dernière? On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances de travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. Manifestation monstre, tension maximale. Ça passe. La réforme de la SNCF. Permis de statut. On ouvre la concurrence. Ça tend à des blocages complets. Pas tant que ça, il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur. C'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Au fond, même quand ça crispe, il faut y aller. Et donc on y va. C'est ça notre idée. Il faut expliquer, il faut essayer de convaincre, et puis il faut en rester aux règles démocratiques qui fait que c'est l'élection qui compte. Et pas, la manifestation est utile pour se faire entendre, mais elle n'est pas un substitut au vote. Je vous demande d'être un peu solidaire avec votre peuple. Casque ou pas casque, bâton ou pas bâton. Nous, on n'en a pas. C'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Cette mission qui est collectivement la nôtre, qui est aussi celle de notre génération. Bâtir un nouveau contrat social du XXIe siècle. On tirait sur les gens, frère.